monsieur, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Qu'est-ce que la Corporation du transport public adapté d'Abitibi-Ouest? On en entend peu parler, mais on va démystifier ça un peu, puis on va savoir exactement qu'est-ce que ce transport-là, qu'est-ce qu'il fait, d'où ça provient, etc. Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Nicole Bernard. Madame Bernard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, Madame. C'est à nous que ça fait plaisir. Bernard, parce que le transport adapté, public, adapté d'Abitibi-Ouest, bon, on sait un peu c'est quoi, mais dans l'ensemble, on est un peu ignorant de ça parce que ça existe, on sait que c'est très bien aussi, sauf qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Alors, c'est pour ça que lorsque j'ai reçu votre appel, ça m'a fait bien plaisir parce qu'on va un peu parler de ce qui se passe dans ça, comment tout ça a débuté. Premièrement, le transport adapté, c'est quoi au juste? En fait, le service de transport adapté, c'est un transport en commun pour personnes handicapées ou à mobilité réduite. On fonctionne sur des horaires préétablis selon les besoins de la clientèle. Nos véhicules sont munis de leviers hydrauliques qui nous permettent d'embarquer les fauteuils roulants. Okay. Oui. C'est tout adapté à ça. Quand on a entendu parler de ça pour la première fois, si on prend au Québec, on a entendu parler de ça pour la première fois quand versus ici chez nous? On a commencé à entendre parler de transport adapté au Québec à la fin des années 70. Et en 1979, le ministère des Transports en a défini la politique. OK, c'est le ministère des Transports qui, est-ce qu'on peut dire, qui gère ça? Oui. OK. Oui. C'est le ministère des Transports qui a défini la politique. C'est le ministère des Transports qui établit les balises, qui établit les critères. Tout relève du ministère des Transports. Ici, en Abitibi-Ouest, c'est en 1986 que certains organismes qui travaillent auprès des personnes handicapées se sont regroupés avec des personnes handicapées en fauteuil roulant qui vivaient la problématique de ne pouvoir se déplacer. Et là, ils ont commencé à faire des rencontres, ils ont établi des plans, un plan de développement, ça a été soumis au ministère. Et c'est en 1989 que ça a vraiment pris racine en Abitibi-Ouest. Ça, c'est excessivement important et vous en conviendrez avec moi, Madame Bernard, parce que transporter des personnes à mobilité réduite avec des fauteuils roulants, c'est pas évident. Non. Quand on a une auto, c'est encore moins évident. Alors, que l'on ait ce transport-là, ça devenait, je suis persuadé que vous allez être d'accord avec moi, ça devenait une nécessité. C'était une nécessité, ça a toujours été une nécessité. Ça a toujours été, exactement. Ça a toujours été une nécessité. Les gens qui ont pensé à le développer, ben moi je dis que c'est des héros parce que c'était nécessaire. Ça l'a permis à ces gens-là de pouvoir, premièrement, intégrer le marché du travail. Ça, c'est important. Deuxièmement, d'accéder à des services, d'aller à leurs rendez-vous médicaux de façon plus facile parce que c'est pas parce qu'une personne est en fauteuil roulant qu'elle est complètement handicapée, pas capable de se déplacer par elle-même, là. Parce qu'on voit de plus en plus, et c'est très bien, ça je le dis souvent, je reçois ici des personnes qui ont... ce genre de personnes-là a le droit d'être intégrées à la société. Absolument. Que l'on ait n'importe quel handicap, on ne veut pas avoir un handicap, mais lorsque on est avec un handicap, ça ne veut pas dire qu'on est rejeté de la population. C'était peut-être ça il y a quelques décennies passées, plusieurs décennies passées. Et je le dis souvent, on avait tendance à isoler ces personnes-là. On avait un peu honte d'avoir des personnes comme ça chez nous. Aujourd'hui, on les sort du placard et avec raison, je le dirai jamais assez, et avec grande raison, ces personnes-là ont le droit d'être intégrées à la société. Ces personnes-là ont le droit d'avoir une vie comme n'importe quelle autre personne. Alors que l'on puisse prendre ces personnes-là à leur domicile. D'abord, on va les chercher à leur domicile. Oui. Alors, ces personnes-là ont le droit d'être intégrées dans une fonction de travail
également. Puis c'est vraiment une chose qui est indispensable. De plus en plus, d'ailleurs, avec les organismes qui travaillent auprès des personnes handicapées, l'intégration sur le marché du travail des personnes handicapées, c'est une priorité. Ben oui, c'est sûr. Et Exactement. quand nous, on peut participer à ça, c'est avec plaisir. Je ne dirai jamais assez, ces personnes-là ont le droit de vivre comme tout le monde. Ils demandent à vivre, puis ils demandent à être intégrés, puis à fonctionner un peu comme n'importe qui. Puis ça brise l'isolement aussi, dans lequel ces personnes-là se retrouvaient sans ce service-là. Oui. Et malheureusement, il y a encore des municipalités qui ne sont pas desservies par le transport, par le service. C'est aussi un choix que les C'est un choix. C'est aussi un choix des municipalités. C'est donc dire, Madame Bernard, que on va prendre une supposition, un village ou une ville qui décide de ne pas avoir ce transport adapté-là, elle n'en a pas. C'est ça? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Je suis pas prête à dire que les gens, les gens ne reçoivent pas le service du transport adapté. Ils reçoivent peut-être un autre genre de service, mais qui n'est pas approprié peut-être vraiment à leurs besoins. OK. Les personnes handicapées en fauteuil roulant, c'est pas facile de les déplacer, on le dit tout à l'heure. Oui, fait que tout va bien tant qu'on peut avoir dans une municipalité une personne handicapée, tout va bien tant qu'elle est mobile. Oui. Le jour où elle devient immobile ou en fauteuil roulant, le problème s'aggrave à ce moment-là. Exactement. Mais tant que la personne est capable d'embarquer dans un véhicule ordinaire de tous les jours, le problème est minime. C'est ça, le problème est minime. Quand on parle de financement, Madame Bernard, de quelle façon se finance ce service-là? Le ministère des Transports nous finance à 75% du budget qu'on lui présente annuellement. Okay. Les municipalités qui participent au financement du transport adapté contribuent pour 20% du montant et l'usager, lui, c'est 5%. Qu'on lui demande. C'est pas un service qui est complètement gratuit pour les usagers. Mais advenant le cas, là, je vais aller plus loin un petit peu, là. Advenant le cas où une personne n'est vraiment pas capable de défrayer le fameux 5%. Cette personne-là ne reste pas chez elle isolée. Ou bien non, il faut absolument qu'elle paie 5%. Peut-être que la question est difficile. C'est sûr que les gens, il faut qu'ils participent financièrement. Maintenant, quand on se rend compte que nous, une personne n'est pas capable de le défrayer, il ne faut pas que ça devienne une habitude. Non, ça par exemple, il doit y avoir vraiment des cas d'exception. Oui. À ce moment-là, on peut les diriger vers d'autres ressources qui peuvent les aider là, temporairement là, à défrayer les coûts. Donc, c'est 70% défrayé par le ministère des Transports. 75% par le ministère des Transports selon le budget que vous leur, donnez, que vous leur soumettez. Oui. C'est ça? C'est ça. Qui peut utiliser ce service-là? On parle de clients usagers, là. On en a parlé un peu aussi tantôt, mais dans le général et dans le particulier, qui peut utiliser ce service-là? Premièrement, pour utiliser le service, il faut être admis au service. Il y a un processus d'admissibilité. On a un comité qui gère, qui évalue les demandes qu'on reçoit au service du transport adapté. C'est un formulaire qui est complété par l'usager et par un professionnel de la santé. Et à partir de là, il y a un comité qui statue sur l'admissibilité de la personne. Et après que la personne est admise, elle peut l'utiliser. Moi, je vous dirais que ça peut être des enfants de 5 ans, aller jusqu'à 80. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il faut être dans les critères d'admissibilité. Les critères d'admissibilité, on en a deux. Premièrement, il faut que la personne ait une déficience significative et permanente. Comme quelqu'un qui va faire du diabète, c'est une déficience qui est significative et c'est permanent. Le diabète peut amener à l'amputation d'une jambe. Et ça rentre dans une deuxième série de critères. La personne qui est en fauteuil roulant depuis sa naissance ou que la vie l'a menée là, c'est sûr, automatiquement, elle est admise, cette personne-là qui est en fauteuil, roulant. Si on parlait des municipalités qui bénéficient de ce service-là, est-ce que c'est plus facile de nommer
les municipalités qui n'en bénéficient ou c'est plus facile de nommer les municipalités qui n'en bénéficient pas? Je vous dirais c'est moitié-moitié maintenant. C'est moitié-moitié? Oui, parce qu'en avril 2008, on s'est lancé dans une offensive de développement assez gigantesque. Okay. Puis, on est allé chercher 7 nouvelles municipalités qui ont adhéré. Fait que maintenant, en 2009, on dessert 12 municipalités sur l'ensemble sur le territoire de la MRC de l'Abitibi-Ouest. Fait qu'il nous en reste encore une bonne, presque une... Environ autant. Environ autant à aller chercher. Une municipalité qui veut être desservie par votre corporation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous en fait la demande, tout simplement. Et nous, on va lui soumettre un tarif. On va lui soumettre un montant de participation financière. Et si elle accepte le montant, nous, à ce moment-là... Là, on parle du 20 Oui, à ce on parle de 20. OK. Oui. Est-ce que c'est le 20 du nombre de personnes? Non, c'est 20 de notre budget total. 20 de votre budget total? Oui. OK. Fait que ça veut dire qu'une municipalité qui veut en faire partie fait la demande. Oui. Et là, vous leur soumettez un plan qui correspond à 20 Oui. Puis c'est là que les municipalités décident, oui ou non, si elles adhèrent à ce service-là. Oui. Et nous, pour faire notre plan de développement l'année passée, on a aussi utilisé la taxe foncière unifiée. Le même principe que pour les pompiers, le service des vidanges, de récupération. Fait que ça aide les petites municipalités qui n'ont pas nécessairement un budget à dépenser pour avoir le service du transport adapté. Fait que les municipalités les plus riches aident les municipalités qui sont plus pauvres, excusez l'expression. Oui, c'est qui gère la Corporation du transport public adapté? La Corporation est gérée par un conseil d'administration. Il y a 9 administrateurs. Qui sont de quels endroits? De quel endroit? Ce n'est pas seulement un endroit. Est-ce que c'est un peu... Je dirais plus de secteurs. OK. De secteurs. On a 2 représentants de personnes handicapées ou représentants de leur famille. OK. Ensuite, on a un représentant de la commission scolaire du lac Abitibi parce qu'on a un contrat avec la commission du scolaire. OK. Ensuite, on a un représentant du milieu socio-économique et institutionnel. Et on a des représentants de municipalités. Donc, vous couvrez à peu près tout, à peu près tout ce qu'il y a à couvrir. On touche à plusieurs secteurs à ce moment-là. En terminant, Mme Bernard, combien qu'il y a de clients usagers au moment où l'on se parle, en 2009? De clients usagers, je vous dirais qu'on en a environ 250. Eh mon Dieu! J'aurais jamais pensé. C'est réparti. On en a des très actifs, c'est-à-dire des gens qui peuvent prendre, des usagers qui peuvent utiliser le transport jusqu'à 3 fois par semaine de façon régulière. Okay. On en a des moins actifs qui vont le prendre 1 fois par semaine ou 1 fois par mois. Et il nous en reste malheureusement quelques-uns qui ne l'utilisent pas ou presque pas. Mais tant que ces gens-là le prennent 1 fois par année, on peut dire qu'ils sont actifs. Ils sont actifs. Oui, okay. On peut dire qu'ils sont actifs. Et si on parlait un peu de déplacement annuel? De déplacement annuel, moi, je trouve ça phénoménal. Parce que, bon an, mal an, on couvre 150 000 kilomètres. Eh mon Dieu! Au niveau Jamais on aurait pensé ça. Au niveau de la MRC. On parle de Abitibi-Ouest seulement, la MRC Abitibi-Ouest. Oui, ça, c'est 150 000, je dirais que c'est une moyenne. Et en déplacement, en 2008, on a fait 21 000 déplacements. Ah, mon Dieu Seigneur. C'est pour combien de véhicules, ça? Nous, on a 4 véhicules. Fait qu'on est continuellement sur la route. Beau temps, mauvais temps. On a des employés d'expérience qui sont compétents, qui aiment leur travail, qui aiment les gens qu'on dessert. Oui, parce qu'il faut aimer ça. Et ça, c'est la clé. C'est ça. Et ça, c'est la clé. Aimer notre travail et aimer sa clientèle surtout, parce que c'est pas donné à tout le monde. Beau temps, mauvais temps, je vous dirais, c'est très rare qu'on n'est pas sur la route. C'est très rare. Il faut vraiment qu'il fasse pas beau. Puis qu'on sente que nos clients sont en danger. Sont en danger, exactement. Sont en danger. Madame Bernard, merci infiniment. On en sait vraiment beaucoup plus sur la Corporation du transport public adapté en Abitibi-Ouest. Alors, je vous remercie beaucoup, madame. Ça m'a fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement. Restez avec nous. Qu'est-ce que la bouée d'espoir? Pour nous en parler, je reçois Mme Louisette Lemieux et Mme Gisèle Ouellette. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à cette émission. En tout premier lieu,
Qu'est-ce que la bouée d'espoir? C'est quoi exactement? La Bouée d'Espoir, c'est un organisme communautaire, c'est une association qui a pour mission de venir en aide aux parents et aux amis de personnes qui sont atteintes de maladies mentales. OK. C'est notre mission. C'est aussi pour démystifier la maladie mentale, c'est pour aussi faire connaître, sensibiliser les gens à cette problématique où on peut vivre presque à tous les jours à travers nos gens qu'on rencontre, tout ça. Donc, c'est notre mission de venir en aide aux parents. Parce que je pense qu'il y a un temps pas si lointain que ça, où la maladie mentale, c'était, j'aime pas ça de dire ce mot-là, mais il faut bien se rendre à l'évidence d'une chose, c'était une honte pour la famille en question. On commence à démystifier ça tranquillement et bravo à des personnes comme vous autres, parce que ces personnes-là ont le droit de vivre. Moi, des fois, les gens vont dire, ils se répètent, mais je me répéterai jamais assez sur ce genre de mission-là que vous avez, puis démystifier ces personnes-là, les sortir du placard, parce que ces personnes-là ont le droit de vivre comme n'importe quelle autre personne. On commence, je pense. Oui, on est assez. Oui, présentement, il y a des grands pas de fête. D'ailleurs, les associations sont là pour ça. Oui. Alors, il y a aussi provincialement, on a la FAPAM, où il y en a 44 autres associations comme nous qui travaillons auprès des parents, qui sommes en support et en soutien pour nos familles. Il y en a 4 dans la région. Donc, déjà, c'est avance. On a vraiment. Moi, si je vous demandais, Mme Ouellet, qu'est-ce qui vous a emmené, vous, dans cet organisme-là? C'est parce que dans ma famille, j'ai des gens aussi en santé mentale. OK. Donc, c'est justement aussi pour que ces gens-là, pour savoir comment les aborder aussi, parce que c'est pas toujours facile. Quand tu connais pas le milieu, que tu connais pas c'est quoi la maladie mentale, ça te fait peur. Oui, exactement. Ça te fait peur, tu sais jamais à quoi t'attendre. Donc, c'est tout ça qui m'a amené aussi à faire partie de l'organisme. Vous êtes combien de membres dans cet organisme-là? Actuellement, on est 83 membres. Oh mon Dieu! Oui, quand même, c'est assez... Oui, les gens commencent à comprendre que, vu aussi que dans nos hôpitaux, dans nos services de santé, on n'a pas... Les gens, les malades ne sont pas là très, très longtemps. Puis aussi, c'est pour amener le malade là, à l'hôpital. C'est pour quand il sort de l'hôpital, c'est là que les parents ont besoin d'aide, ont besoin de support, ont besoin de soutien pour savoir où se diriger, comment prendre la maladie, vivre avec ces gens-là, vivre avec la personne avec laquelle ils ont connu qu'il y avait un problème en santé mentale. Donc, c'est pour ça que l'association, c'est notre mission de venir en aide et en support avec ces gens-là. Leur offrir des services, leur offrir des loisirs, leur offrir de l'information, surtout de l'information, hein, c'est très important. Et c'est pour ça qu'on est ici pour sensibiliser et donner de l'information. Exactement. Puis le but de cette émission-là et de ces émissions-là dans Info 9, c'est d'informer la population sur ce genre d'organisme-là, qui est peut-être un peu moins connu. Puis moi, mon rôle, c'est de vous faire connaître. Mon rôle, moi, c'est de dire à la population, oui, il existe un organisme qui s'appelle Bouée d'Espoir. Si vous avez dans votre famille une personne atteinte de troubles mentaux ou mentaux, excusez, il y a des recours à ça. C'est ça. Puis le but, là, c'est ça. C'est de dire aux gens, bien, on peut vous épauler, on peut vous conseiller, et c'est avec des personnes comme vous autres qu'on peut le faire. Ça existe depuis combien de temps chez nous, ici, en Abitibi-Ouest? Ça fait 7 ans. Ça a débuté en 2001. En 2001? Oui, ça fait déjà 7 ans qu'on existe. Ça fait 5 ans qu'on est quand même formé comme association avec une charte, là. Okay. Mais ça fait... Puis depuis ce temps-là, c'est quand même encourageant d'avoir 83 membres. C'est ça. Puis on sollicite aussi les familles de venir nous voir, de venir nous rencontrer au niveau de la municipalité. Au niveau de l'Abitibi-Ouest, que les familles qui viennent prendre l'information, qui viennent voir. On a des rencontres mensuelles où il y a de l'information, où à chaque mois, on a une invité spéciale. On a deux fois par année une vision au niveau public.
Prochainement, justement, on va avoir un brunch là, Oui, qu'on va préparer. Là. Alors, on a aussi du bricolage, on a aussi beaucoup de vidéocassettes. On a notre coordonnatrice. Puis on a aussi une intervenante qui est là pour travailler, pour donner aussi de l'information, donner de la formation, qui va s'occuper aussi prochainement des enfants, des personnes qui ont des parents en santé mentale, maladie mentale. Ça va bientôt débuter. Les ateliers ANA. Alors, on a tous ces services-là qu'on peut offrir, puis l'écoute, bien sûr. On peut vous rejoindre à quel endroit, le Bouée d'Espoir, les gens qui nous écoutent peut-être qui n'étaient pas au courant de votre rôle à vous autres? Est-ce que c'est 257 sur la rue principale à La Salle. Okay. C'est l'ancien local de Géobaudry. Ah, OK. Pour les okay. gens connaissent plus, là. OK. Puis, on peut dire le numéro de téléphone? Oui, dans le 819-333-1184. Alors, c'est important là, pour les personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de... Pas seulement... Est-ce qu'on peut parler d'aide mentale aussi? C'est que les gens ont besoin de... nous autres, on ne parle pas là, de ceux qui sont en maladie mentale. On parle des gens, des aidants naturels, des proches. Des proches, OK. Ils ont besoin aussi de sociabiliser. Ils ont besoin de parler, de savoir aussi, parce qu'il y a de l'aide, hein, il y a du répit dépannage avec le réseau de la santé. Madame Lemieux, tout à l'heure, tantôt, elle a parlé d'un brunch qui s'en vient. C'est très important parce qu'un des buts premiers de cette émission, c'est justement d'annoncer un brunch. Si je vous laissais aller un peu avec le brunch, c'est quoi l'endroit, le coût, etc. Le brunch, c'est à l'Apollino de la Sarre, avec la cuisine professionnelle. OK. Il va avoir lieu le 19 avril, de 10h à 13h. Les cartes sont en vente au local, auprès des membres, puis il va y avoir aussi des cartes à l'entrée. On va avoir des petits étudiants là, qui vont venir nous prêter main forte à l'entrée. Et le coût? Si on parlait du coût? Le coût est de 8 $ pour les adultes. OK. Les enfants de 0 à 5 ans, c'est gratuit. Et de 5 ans à 12 ans, c'est 5 $. OK. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? L'heure de 10h à 13h. Le dimanche, le 19 avril, de 10h à 13h à la cuisine de l'Apollino. OK. Moi, si je vous demandais, avec l'argent amassé, vous faites quoi avec? Bien, c'est pour soutenir nos... C'est pour l'organisme. Oui, c'est pour l'organisme. Oui. À l'organisme. Vraiment, okay. surtout comme pour organiser des voyages, des sorties pour les gens. Parce que quand on fait un voyage, souvent, on va aider les gens qui n'ont pas tout à fait financièrement aussi ce qu'il faut. On organise des soupers, on organise des choses comme ça qui, par le fait même, n'entrent pas dans nos dépenses de fonds, mais qui fait que ça peut nous permettre aussi d'améliorer notre bureau, payer nos intervenants, payer nos services. C'est ça. Fait que l'argent amassé reste à la Bouée d'Espoir. C'est très important de le dire. On dit que le but principal du brunch, c'est plus de sensibilisation sur la santé mentale. On en a parlé un peu, mais il est bon, encore une fois, de rappeler, de faire une sensibilisation sur ça, puis d'arrêter de se cacher, de sortir. Et c'est avec des gens comme vous qui êtes capables de faire une sensibilisation à ça. Oui, parce que les gens, déjà, il y avait une honte d'avoir quelqu'un en santé mentale dans la famille. On les cachait, ils ne sortaient pas. Et ces gens-là auraient eu besoin d'aide aussi, pas seulement que celui qui est en santé mentale. C'est que la famille aussi, puis toute la famille. Comme les jeunes enfants qui ont un parent ou qui ont quelqu'un dans la maison en santé mentale, les enfants de 8 à 11 ans, là, c'est ça, on a quelque chose pour eux autres aussi, là. Vous autres qui êtes dans le milieu, ça ne doit pas être facile pour un parent de vivre avec une personne atteinte de santé mentale. C'est sûr que c'est pas facile. Puis c'est pourquoi que quand on rencontre nos pères, où on peut en parler plus aisément, plus facilement, avec ceux qui vivent la même problématique que nous, puis on peut aussi se supporter davantage, puis apporter à l'autre, s'apporter chacun mutuellement de l'aide, puis éviter aussi que ça fasse
une surcharge d'émotions, une surcharge de tension, où on peut diminuer ça en donnant des trucs, en donnant des façons de vivre et aussi en donnant de l'information. Puis, c'est bien important que les parents comprennent que maintenant, c'est de moins en moins, je dirais, un tabou, là. C'est de plus en plus connu. Il y a des services. On parle aussi des hébergements pour ces gens-là, leur donner aussi une possibilité d'aller aux études. Alors, c'est quand même plus ouvert, beaucoup plus ouvert. Et même les services au niveau du réseau sont très, très à l'écoute puis prêts à nous aider à venir à notre aide. On a quand même un échange avec eux autres qui nous viennent en aide. Donc, si on revient au brunch, mesdames, ce n'est pas... La levée de fonds, elle est importante, oui, mais seulement que ce n'est pas la principale raison du brunch. Non, ce que je peux voir, c'est de faire... La sensibilisation. C'est de faire connaître votre mission. Exactement. Parce que vous êtes en mission. Exactement, c'est ça. C'est vraiment faire dire aux parents de ne pas rester seuls, de ne pas s'isoler, de vraiment venir prendre l'information, venir, on est à l'écoute, on est là pour leur donner du support, on est là pour leur donner l'information, on est là pour les aider à accompagner ces gens-là, même à les accompagner au pire pour aller à l'hôpital avec le proche. On a un intervenant qui va être capable de faire ça aussi. Donc, je demande aux parents de la région de la Abitibi-Ouest d'être bien à l'aise de venir. Puis c'est de plus en plus ouvert, puis c'est de plus en plus compris par la population. On le sent, nous, que c'est compris par la population. Sûrement. Il y a un porte-parole aussi? Oui, dans la personne de M. Gaëtan Roberge, qui est venu, qu'on est très, très heureux de ça. C'est quoi son rôle, lui, dans ça? Bien, c'est plus comme ça, pour nous permettre, justement, c'est lui qui nous a permis peut-être d'avoir ce brunch-là, au niveau social, au niveau des organismes, au niveau de la communauté, de la Sarroise, entre autres, qui fait que la personne qui est là vient nous dire, regardez, si vous voulez faire une levée de fonds, on a ça, telle personne peut vous aider. Ça nous ouvre des portes, là. Ça nous ouvre des portes. C'est ça qui est important aussi. Puis le fait qu'il est là aussi, c'est que les gens comprennent que, oui, on s'intéresse à la maladie mentale, on s'intéresse aux parents, on s'intéresse à cette problématique-là sérieuse dans notre population, dans notre ville. Puis il y aura une animation et spectacle également. Oui. On va avoir des musiciens, Charlie et sa fille Laurence, qui vont faire un spectacle pendant les heures qu'on va manger, qu'on va bruncher. Puis, exactement. Aussi, on va avoir un petit peu d'informations au niveau de la bouille. La bouille. Alors, en terminant, mesdames, on invite les gens à ce brunch. Vous nous redites la date, l'heure, l'endroit et le coût des billets. C'est à la Paulino de la Sarre le 19 avril de 10h à 13h. Et puis le coût des billets pour les adultes, c'est 8 $. Les enfants de 0 à 5 ans, c'est gratuit. Et de 5 ans à 12 ans, c'est 5 $. Alors, en même temps, vous pouvez assister à un spectacle de Charlie et sa fille Laurence, et puis le porte-parole, M. Gaëtan Robert, sera également sûrement sur place. Oui. Alors, mesdames, merci infiniment. Continuez votre excellent travail et on vous souhaite tout le succès possible avec la bouée d'espoir et le brunch. Je veux juste ajouter qu'on a des commanditaires aussi qu'on peut remercier. Oui, alors on n'aura pas le temps, par exemple, malheureusement, des dire, mais les commanditaires, c'est tellement important aussi. Alors, merci, mesdames. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Bienvenue à rendez-vous à une prochaine émission d'Être. Au revoir.